commencé ce stage en faisant de la neuroréanimation finalement, que l'on a fait de novembre jusqu'à, je dirais, fin février. On a commencé à entendre parler de la Covid début mars, en sachant que les premiers hôpitaux qui prenaient des patients Covid étaient principalement des réanimations dites médicales, ce qui n'était pas notre fonction ici, en tant qu'on était une réanimation médicale, mais plus orientée vers la neurologie. Les patients étaient plus orientés vers les services comme à Bichat, qu'ont eu les premiers patients de la Covid. Et donc on en entendait parler, on savait que ça pouvait arriver plus ou moins à long terme, mais au début on était un petit peu protégé par notre fonction orientation neurologie. Et puis on a été assez vite pris de court, comme un peu tous les Français je pense. Et donc assez rapidement il a manqué de lits dans les hôpitaux du nord de Paris, puis dans le sud de Paris, et puis on nous a demandé de quitter un petit peu nos fonctions principales de neuroréanimation, d'essayer de faire de la place entre guillemets pour pouvoir accueillir des patients atteints de la Covid. Et à ce moment-là, ça a été une organisation de service avec notamment les patients qui étaient en place chez nous en neuroréanimation, pour lesquels il a fallu trouver une porte de sortie ou trouver un autre endroit dans le bâtiment Raymond Garcin pour pouvoir prendre les en charge par la suite et continuer à bien les prendre en charge, mais aussi faire de la place pour avoir des chambres pour pouvoir accueillir des patients Covid. Initialement, donc, la réanimation, c'est 10 lits avec une extension qui a été faite dans la salle de réveil, l'endroit où normalement les blocs opératoires, quand les patients sortent du bloc opératoire, ils sont accueillis dans cette salle-là, le temps qu'ils émergent un petit peu de leur anesthésie. Donc il y a des places réservées avec des scopes, des respirateurs à ces endroits-là. Et donc finalement, on a arrêté les blocs opératoires ou fortement diminué. Et puis on a transformé cette zone, entre guillemets, en prise en charge comme une grande chambre pour une dizaine de patients également ici. Et puis les patients de neuroréanimation qu'on avait au début ont été montés dans un autre service avec une autre salle de réveil qui sert de salle de réveil pour les ECT. C'est ce que l'on fait pour des patients plutôt qui ont des besoins en psychiatrie notamment, et dont l'activité a été diminuée énormément. Et donc on avait aussi de la place pour eux à cet endroit-là. C'était un peu inconnu, puisque finalement au tout début, les études qui sortaient, finalement qui étaient des études chinoises, c'était principalement des études qui décrivaient les patients, pas des études que l'on a l'habitude d'utiliser où on décrit des traitements, on teste des traitements. Initialement, c'était principalement dire voilà à quoi ressemblent les patients, voilà ce qu'ils présentent comme symptômes. Je pense que la première vague, c'était vraiment du descriptif. On essayait de comprendre ce qui se passait. On essayait d'analyser un petit peu les différents résultats biologiques, les scanners des patients. On s'est rendu compte assez rapidement qu'ils faisaient beaucoup de thrombose des caillots dans les artères, que c'était les principales complications au début, qu'il fallait mettre des médicaments pour fluidifier le sang, pour enlever ces caillots, des anticoagulants. Ça a été la première découverte un petit peu où on s'est dit il faut qu'on agisse sur cette partie-là. C'était partagé avec l'ensemble des hôpitaux parisiens où il y avait des réunions des différents chefs de service qui se réunissaient par Zoom, qui se disaient nous on a remarqué ça, on pense qu'il faudrait essayer d'aller vers ce type de traitement. Et puis c'était principalement ça au début. Et puis c'était comme autre traitement, c'était les mises sur le ventre des patients qui permet de mieux ventiler l'arrière des poumons des patients en enlevant tout le poids de la cage thoracique, notamment sur les poumons. Donc ça a été principalement ça aussi qui nous a beaucoup marqué au début. C'est un traitement qu'on a l'habitude de faire finalement chez les patients qui ont des graves atteintes respiratoires. C'est pour ça qu'on l'a proposé directement, ça nous est venu comme idée spontanée sur la pneumonie à SARS-CoV-2. Et finalement, c'était un peu le quotidien de tous les jours dans l'après-midi, on mettait sur le ventre jusqu'au lendemain matin. Le matin, quand on arrivait, on remettrait sur le dos.
Et puis on voyait si les différents patients, s'ils répondaient ou pas à cette thérapeutique-là, s'il fallait le reconduire, avec des équipes paramédicales qui étaient rodées avec telle heure, il fallait qu'on retourne tout le monde, telle heure, il fallait qu'on retourne tout le monde. C'était devenu un peu codifié, entre guillemets, ce qui permettait de nous rassurer probablement aussi un peu, d'essayer de trouver des repères. Il y a eu une adaptation au niveau du service demandée par le chef de service, Dr Sauvageon, qui a été que directement, il nous a dit ça va durer. Donc globalement, il faut s'économiser. Je ne veux pas tout le monde présent en permanence. Je veux le nombre de personnes nécessaires pour prendre en charge les patients. Le nombre de personnes qui ne sont pas nécessaires, ils vont se reposer, ils restent à la maison. Et donc on a fait un roulement par garde, au mieux d'avoir une présence vraiment continue toute la semaine, puis les gardes le soir et le week-end. On a vraiment fait des blocs de 3 jours, avec 3 jours de garde, puis 3 jours de repos, puis 3 jours de garde, et on tournait beaucoup, on était beaucoup d'internes. Heureusement, on a eu aussi des renforts d'autres services, donc ça nous a permis de tourner comme ça. Donc vraiment, ça a différé par rapport à notre pratique habituelle. On a pris un rythme différent. On a doublé la garde d'internes. Donc on avait, à la place d'être un interne tous les soirs de garde, on était 2. C'était assez drôle de partager une chambre de garde à 2 internes. On regarde des souvenirs a posteriori, il faut en rigoler entre guillemets. Et puis pour les chefs, eux, ils étaient tout seuls de garde, donc avec nous, les 2 internes. Et je crois qu'ils sont organisés à peu près de la même façon, plus par roulement, en essayant de s'économiser au maximum. Et je pense que ça a été une bonne stratégie, entre guillemets, dès le début. On demande un petit peu de reconnaissance de temps en temps pour le travail, notre investissement. De temps en temps, on a des demandes auprès des hôpitaux en disant est-ce que vous pourriez mettre en place ce type de choses pour essayer d'améliorer un petit peu nos conditions de travail. Et là, dès que notre chef de service, Dr Sauvageon, a demandé une 2e liste de garde, l'administration n'a jamais demandé pourquoi ni comment. C'était oui, ok, on y va. Ça a été la première chose où on s'est dit, bon, on est soutenu. Quand on a demandé des renforts, ça a été oui, ok, on y va. Il n'y a pas de souci, on va vous en trouver. Les équipes paramédicales, c'était bon, il faut qu'on prenne en charge ce patient maintenant. Tout le monde était disponible dans la minute et c'était on y va, pareil, on avance. Il ne fallait pas perdre de temps, il fallait à chaque fois avancer très vite. Et il y avait une espèce de cohésion, que ce soit de l'hôpital, de l'équipe paramédicale, de l'équipe médicale, où on n'a pas le choix, il faut avancer. Il faut que tout le monde se mette dans les mêmes rails, sinon ça ne va pas aller. Et c'était quelque chose qui a été très fluide, très rapidement. Les démarches habituellement mettent un peu de temps à se mettre en place. Là, c'était du jour au lendemain, c'est bon, on y va. Donc je pense que c'est principalement cette cohésion-là. Après, la cohésion d'équipe, au sein des services de réanimation, on vit en permanence ensemble, on mange ensemble, on travaille la nuit ensemble, on travaille le jour ensemble. On a l'impression d'être au bout de 6 mois de stage dans une équipe, de se connaître vraiment très bien. Et puis, le soir, principalement, c'est le moment où il y a un peu moins de monde dans le service, où on est un peu plus à même d'avoir des discussions qui sortent un peu du quotidien, où on se dit comment tu vas, je suis crevé, essaye de prendre qu'est-ce que tu fais sur tes repos, essaye de bien te reposer, essaye d'en parler, est-ce que tu veux en parler. C'était ce qu'on a l'habitude de vivre en permanence, parce que je pense que vraiment que c'est un petit monde, la réanimation, où il n'y a pas de différence paramédicale, médicale, c'est tout le monde une équipe qui travaille ensemble. Et je pense que c'était encore plus exacerbé, où en fait on est les plus concernés, on est dans un microcosme. Et si nous, ensemble, on n'arrive pas à se soutenir, les gens autour ne peuvent pas forcément toujours comprendre ce qu'on vit à l'intérieur. Donc oui, on a besoin d'échanger, on a besoin d'être solidaires entre nous, et ça a été un moment assez fort à ce niveau-là. Oui, la grande problématique, pour faire simple, c'est que les patients sont intubés. Et que le tube, donc intubé, ça veut dire un tube dans la trachée qui est relié à un respirateur qui vous amène tout l'oxygène nécessaire. Si vous déconnectez le tube, ou s'il se retire,
ce qu'on appelle une extubation accidentelle. Globalement, s'il est sur le ventre, le patient, vous avez pas beaucoup de temps pour le remettre sur le dos et le réintuber, qui est une manœuvre qui est quand même assez compliquée, qui peut être compliquée. En plus de ça, il y a toutes les perfusions qui amènent tous les médicaments qui permettent de bien le laisser endormi, qui permettent de bien maintenir sa tension artérielle. Il suffit que en fait, le cathéter dans le retournement soit tiré, il n'y a plus de médicaments, c'est la catastrophe aussi. Donc en fait, on a... Et puis il y a des patients aussi qui, au moment du retournement, tolèrent très mal le mouvement et qui ont un taux d'oxygène à ce moment-là qui descend énormément dans leur sang. C'est le moment qui est un peu critique, où il faut aller rapidement, mais en faisant attention au cathéter, à la sonde d'intubation, qu'elle ne soit pas enlevée. Et il faut être rapide, efficace et pas faire de bêtises. Et c'est ça la grande difficulté, c'est pour ça qu'on est autant autour des patients à ce moment-là. C'est pour faire le moins de bêtises, voire pas faire de bêtises du tout, parce que sinon c'est vraiment la catastrophe à ce moment-là. Et puis que ça soit efficace assez rapidement pour que le patient le tolère bien. Donc en fait, la manœuvre n'est pas compliquée en soi. En effet, il suffit juste de retourner, sauf que les patients sont souvent assez obèses. C'est pas si facile de les retourner quand on est 5 petits gabarits dans la chambre où il faut pouvoir s'en occuper et puis retourner le patient sans qu'il se fasse mal parce que le patient est complètement endormi, donc il n'y a aucune... par exemple, son rachis n'est pas du tout tenu. Si vous ne tenez pas la tête pendant que vous le retournez, vous pouvez faire une lésion cervicale et le monsieur, en se réveillant, sera paraplégique ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il y a quand même énormément d'enjeux à ce moment-là où une bêtise peut vite arriver. Et une bêtise qui se fait immédiatement pour une extubation, pour les cathéters, les médicaments vitaux qui ne passent plus, ou au long terme pour la réhabilitation après des patients avec des lésions musculaires ou du rachis qu'il faut prévenir pour éviter que ça arrive. Donc oui, on en parle beaucoup à la télé en disant ça demande du personnel, on ne comprend pas pourquoi, c'est embêtant, c'est éprouvant. En fait, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de risques. C'est le moment aussi où les paramédicaux en profitent pour changer tout le lit, faire la toilette, alors que c'est un moment un petit peu délicat, changer les draps, etc. Donc il faut être efficace, quoi. Efficace, pas de bêtises. Et puis tout ça habillé en cosmonaute, où on a déjà très chaud en faisant toutes ces manœuvres-là. Tout ça d'une manière pas confortable, parce qu'une fois que le patient est bien retourné, le problème c'est qu'ils vont passer 18 heures dans la même position et ils vont faire des lésions cutanées dues aux appuis qu'il faut bien prévenir. Donc il faut bien les mettre dans une belle position, bonne position pour pas qu'il y ait de point d'appui, parce que souvent ils en ont besoin de 3-4 séances. Et 3-4 séances avec des positions mauvaises, ça se retrouve en chirurgie de lambeaux après, parce qu'il y a une grosse lésion cutanée qui ne récupère pas ou des choses comme ça. Donc il y a quand même des enjeux sous-jacents qui sont assez importants et qui justifient le fait que ça soit difficile, qu'il y ait besoin de beaucoup de monde et qu'on soit efficace. C'était, je pense que la veille, où on savait qu'on allait ouvrir les premiers lits de réanimation pour les patients Covid, oui, il y a eu de la prévention à ce moment-là. Et puis le lendemain, une fois que c'était parti, on s'est rendu compte que c'était ce qu'on faisait tous les jours, avec seulement une maladie qu'on ne connaissait pas encore très bien, et que finalement, c'était parti. Et qu'il fallait y aller, et qu'à ce moment-là, on est tous rentrés très rapidement, que ce soit les équipes médicales ou paramédicales, dans notre devoir, entre guillemets. Et puis les choses se sont enchaînées par la suite à ce moment-là. Les premières fois, moi j'ai un père qui est psychiatre, et les premières fois c'était en sortie de garde, un coup de téléphone où j'ai besoin d'évacuer, de parler un peu de médecine aussi, avec des gens qui comprennent un petit peu ce que l'on vit. Et puis ouais, un soutien familial qui est quand même très présent, qui a permis de tenir la route et puis de se dire aussi, oui, ça me conforte aussi dans ce que je veux faire. C'est un moment difficile, mais dans 40 ans, on pourra dire, oui, on l'a passé, entre guillemets, oui, on l'a fait à ce moment-là.
Et oui, on s'est beaucoup donné à ce moment-là, et ça fait partie de notre carrière, entre guillemets, quand on y repensera, je pense. J'ai choisi de faire ce métier-là, bah, c'est concordant avec ce que j'ai choisi, je dois être là. Et avec des incertitudes, où, au début on se disait, de ce qu'on entendait de Chine, c'était que tout le monde décédait assez rapidement. Les premiers jours, c'était demain, on reçoit les premiers patients Covid, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas beaucoup de masques, on n'a pas beaucoup de choses pour se protéger. C'était aussi un peu d'appréhension. C'était bon, bah, il faut y aller de toute façon. Je pense que ce qui nous a le plus marqué tous, c'était qu'au début, il n'y avait pas de visite autorisée pour les familles. C'était vraiment, on se disait c'est hyper contaminant, il faut vraiment essayer de les isoler au maximum. Et en fait, tous les soirs, on appelait les familles à 18h. Et c'est quelque chose où on prenait la pile de dossiers, on prenait le numéro de téléphone de toutes les familles, et on faisait 10 familles à la suite. 10 familles où c'était bah, votre père, mère, fille, fils est dans une situation gravissime. On demande bah, quel traitement vous mettez en place. Pour l'instant, on essaye de faire ceci, on essaye de faire cela. Est-ce que ça a marché? C'est l'une des premières fois où on est un peu démuni face à ces familles, où on ne peut pas dire oui, ça va marcher, oui, dans 10 jours il est sorti, oui, on a une vraie bonne évolution. En fait, on ne savait même pas si après une bonne évolution, ça pourrait revenir ou pas. On était vraiment un peu dans l'aveugle, donc c'était, je pense, les moments les plus marquants. Et a posteriori, travailler tous les jours, soigner, c'était pas quelque chose de... c'était quelque chose d'inné pour nous, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Mais communiquer comme ça aux familles, au téléphone, le soir, avec beaucoup d'incertitudes dans nos réponses, c'était quelque chose de difficile. Où on raccrochait le téléphone, il fallait recommencer avec la famille d'après, on refaisait pleurer toute la famille, on raccrochait, on refaisait pleurer une famille, on raccrochait. Et au bout d'un moment, on redoutait l'arrivée à 18h où on se disait on sait ce qu'on a à faire, on doit donner des nouvelles, on doit être rassurant quand même. On doit quand même dire que la situation est quand même grave, qu'on essaye d'avancer et qu'on ne sait pas forcément l'aboutissement. Donc ouais, c'était difficile. C'était, je pense, la chose la plus difficile dans la journée. Et la petite anecdote, c'est pour ça que je pensais à cela, c'est un jour où on avait fini un peu plus tôt, où on appelle une famille à 16h30 à la place de 18h. Et la femme décroche et nous dit il est décédé, c'est ça? Et elle est effondrée et pendant 5 minutes, impossible de communiquer. On ne peut pas lui dire bah non, c'est juste qu'aujourd'hui on est allé plus rapidement, on a fini plus tôt et je voulais juste vous dire que votre mari est dans un état stable, que ça avance un petit peu, à petits pas, mais ça avance. Et puis l'impression de se dire mais j'ai fait une bêtise, j'ai vraiment fait peur à une dame juste en voulant donner des nouvelles et juste parce que le contexte fait que la personne n'est pas en face de nous, on ne peut pas juste lui dire mais non, écoutez madame, venez voir, tout va bien, etc. Elle est à l'autre bout du fil, elle attend ce coup de téléphone tous les jours et je pense avec une impatience démesurée et compréhensible. Et puis de se dire, oui, bah, en fait, il y a quand même une énorme charge émotionnelle qui n'est pas facile à attraper au bout du téléphone et qu'il faut savoir gérer. Une autre anecdote où on nous apportait des plats le midi, c'était par des restaurants aux alentours qui nous ont beaucoup soutenus. C'était vraiment chouette, avec un restaurant notamment dans le nord de Paris qui nous amenait quasiment toutes les semaines des plats, c'était absolument génial. Et un jour, on lui dit, bah, si vous voulez, on vous donne ce qu'on avait à manger en échange. Il faut dire, non, c'est pas vrai, vous pouvez pas manger ça. Je fais, si, on mangeait des barquettes comme tous les patients, tous les jours. Il faut, non, c'est pas possible, vous pouvez pas manger ça tous les jours. Ça donne pas du tout envie. On leur dit, si vous voulez venir tous les jours pendant toute la vie, après, il n'y a aucun souci pour nous appeler des plats, pour nous amener des plats, ça serait génial. Et oui, en dehors de... Là, c'était une prise de conscience d'une personne qui se rendait compte que, bah oui, à l'hôpital,
mange à la barquette des patients comme les patients, on dort dans des petites chambres de garde où il n'y a rien à redire, hein. Il y a un lit, une douche, etc. Mais ce n'est pas non plus des conditions géniales pour le temps qu'on passe ici et l'investissement que l'on donne. C'est dans tous les hôpitaux pareil, partout. Et puis une prise de conscience de notre métier aussi, où on fait partie de la fonction publique, on vient tous les jours, on ne dit jamais rien, on ne va jamais manifester pour nos conditions de travail, parce que de toute façon, si on ne vient pas, il y aura quelqu'un qui décédera dans la journée. Donc si les médecins ne se pointent pas le matin, ou les paramédicaux, et donc c'est pas possible, on fait notre travail tous les jours. De temps en temps, on hausse un petit peu la voix en disant regardez nos conditions de travail, on ne prend pas bien en charge forcément nos patients parce qu'on manque de moyens, on manque de présence d'infirmiers, de médecins, il faudrait un peu plus de personnel. Mais on fait notre travail de fond en permanence comme beaucoup d'autres professions. Et je pense que là, c'était un peu une mise en lumière de ah bah oui, en fait, ils font ça tous les jours depuis X années, pas forcément dans des conditions optimales. On fait comme on peut, et puis ça m'a conforté dans mon idée que c'était ce que je voulais faire. Ça m'a également conforté dans mon idée que j'arriverais peut-être pas à faire ça toute ma vie. Parce que c'est physiquement éprouvant. Il y a quand même beaucoup d'heures de sommeil supprimées par semaine. Qu'au bout d'un moment, c'est difficile. Et que mais j'ai la chance d'être dans une spécialité qui fait à la fois l'anesthésie et la réanimation. Donc j'aurais peut-être la possibilité, à un moment ou à un autre, si je le décide, d'aller plus vers l'anesthésie qui est un peu plus, je dirais pas tranquille, mais dont les gardes sont un peu moins intenses. Mais oui, je me suis dit, c'est ça que je veux faire toute ma vie. J'ai l'impression d'aider, on a l'impression d'aider énormément la population tous les jours. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans d'autres domaines où ils se demandent à mon âge qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai pris la bonne orientation. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir de sens dans mon métier. Bon, c'est même plus enfin, nous, ça nous arrive jamais, entre guillemets. De temps en temps, on se dit qu'est-ce que je fais encore là, X heures que je suis là. Et on se dit jamais pourquoi je fais ça. C'est quelque chose c'est absolument génial de pouvoir se dire ça. Mais en effet, c'est une privation sur des activités familiales, sur des activités extérieures avec les amis. On se dit que c'est quand même un investissement qui est assez conséquent et qu'il faut pouvoir le tenir sur la durée. C'est juste ça, donc on verra.